Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette 250e rencontre. Et c'est pas rien, du coup. Alors, je suis vraiment ravi de recevoir Thibaut Reiss et Elsa Delachère, notamment, qui est donc la directrice de collection True Crime chez 10-18 en collaboration avec Society pour cet ouvrage, ce troisième ouvrage de la collection L'Inconnu de Cleveland. On va en parler longuement, mais avant ça, je vais quand même donner la parole à Elsa Delachère qui co-dirige la collection avec Stéphane Régis euh, en collaboration justement avec Society. J'aimerais savoir déjà comment s'est créée la collection et surtout ensuite comment s'effectuent les choix, concrètement les choix d'auteurs, les choix d'affaires, parce que malheureusement les États-Unis notamment regorgent d'affaires sordides. Et pour le coup, le choix ne doit pas forcément être évident. Alors j'aimerais que vous nous en disiez plus sur déjà cette collection avant de parler de l'ouvrage de Thibaut Reiss. Bonsoir à tous. Alors du coup, en deux mots, c'est une collection qu'on a créée depuis. Enfin, ça fait 2 ans qu'on travaille dessus, mais en gros, ça a été. On travaillait déjà avec Society en fait autour d'un projet de podcast sur le fond de nos auteurs 10-18 parce on a un fond très important en littérature américaine et on voulait le mettre en avant. Donc on avait créé ce podcast avec eux. Et puis fort de l'énorme épisode de l'été 2020 auquel Thibaut a largement participé autour du dossier du pont de Ligonnès qui avait fait grand bruit puisqu'il s'est vendu 400 000 exemplaires de numéros. On en a reparlé petit à petit. Moi, j'ai une grosse appétence pour le fait divers et on s'est dit que mélanger l'image de Society et celle de 10-18 et notamment pour aller sur le terrain du polar mais d'une autre façon et d'une exploration des États-Unis plutôt différente et pour le coup assez sociologique, géographique, historique, c'était un bon pari. Donc, on s'est dit que voilà, on voulait créer cette collection. Donc, le point de départ, c'était vraiment un crime par État. Et ensuite, trouver une histoire qui corresponde d'un point de vue sociologique, historique et géographique aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, il ne faut pas que les histoires se ressemblent, il ne faut pas que les États se ressemblent, il ne faut pas que les ambiances se ressemblent. Donc, on travaille beaucoup avec Stéphane en amont sur les ambiances qu'on a envie d'avoir, sur les thématiques qu'on a déjà abordées, celles qu'on va aborder, celles qu'on veut aborder, celle aussi qu'on ne veut pas aborder. Et après, il y a aussi un travail qu'on fait très rapidement avec les journalistes engagés, puisque très rapidement, il y a un journaliste qui s'implique. Et à ce moment-là, on discute avec le journaliste en question. Et Thibaut vous expliquera exactement comment son sujet lui est venu, parce que c'est encore un peu différent. Des fois, c'est nous qui les proposons. Des fois, il y a un va-et-vient assez important. Mais c'est vraiment des discussions collégiales. On passe beaucoup de temps au café avec Stéphane à discuter de faits divers et de cartographie des États-Unis. Voilà. Alors justement, Thibaut, par rapport à cela, par rapport à cette incursion dans Cleveland, on parlera de cette ville-là qui est un personnage principal du livre tout à l'heure, mais d'abord sur les prémices de cette affaire. Vous avez travaillé sur différents sujets et pas des choses très positives, entre guillemets, puisque vous avez commencé par les réseaux islamistes, notamment en France, de 2012 à 2016. Ensuite, ça s'est perpétué avec Xavier Dupont de Ligonnès, qui a été adapté ensuite en livre. Et donc est venue ensuite cette aventure sur Cleveland, sur cet inconnu de Cleveland. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler de cette incursion dans ce monde-là? Qu'est-ce qui vous est venu en premier? Est-ce que c'était une idée particulière? Est-ce que c'était un article de journal? Qu'est-ce qui s'est présenté à vous de prime abord? Pour ce livre, on est d'accord, hein, c'est Ce ça, livre, hein. pour ce livre. Déjà, merci de m'accueillir et bonsoir à tous et merci de votre présence. Alors, 10-18 m'a contacté, si ma mémoire est bonne, en février 2022 pour participer à la collection. Il y avait déjà les deux premiers livres qui étaient en chantier, c'est-à-dire le Golden State Killer en Californie et l'affaire Alice Crimmins à New York. Et donc, le cahier des charges qui m'a été donné, c'est de trouver une affaire qui ne se soit pas déroulée ni à New York, ni dans l'État de New York, ni en Californie. Et de prime abord, je n'avais pas tellement d'idées. Mon premier réflexe, ça a été d'aller sur Wikipédia, d'aller dans catégorie crime aux États-Unis et de regarder toutes les affaires qui se présentaient à moi. Et j'ai passé 2 jours et 2 nuits à lire des histoires plus affreuses les unes que les autres, euh, plutôt dans les États du Sud, je sais pas, j'avais envie d'un peu de soleil. Et je suis tombé sur beaucoup de noirceur et peu de soleil, et surtout sur des affaires qui étaient pas très intéressantes, qui étaient souvent très sanglantes, affreuses, mais pas très intéressantes. Et donc, au bout de 2 jours à ce régime-là, je me suis dit, mais ça ne mène à rien. Il faut que je trouve une idée un peu plus efficace pour une bonne affaire. Et je me suis tourné vers ma bibliothèque que vous voyez derrière, enfin, vous voyez un petit bout.
Et j'ai regardé les couvertures, les dos de mes livres, et je suis tombé sur les livres de James Rayner, qui est un auteur que j'aime beaucoup. James Rayner, c'est à la fois un romancier et un journaliste de true crime qui est basé dans l'Ohio. Et j'aime beaucoup ce qu'écrit James Rayner, à la fois ses livres de non-fiction et ses livres de fiction. Il a eu un certain nombre d'ouvrages traduits en France chez Pocket. Et je me suis dit, bah, je vais lui poser la question, je vais lui demander si ça n'a pas une idée, quoi. Et donc, je lui ai envoyé un email. Il se trouve que James est très présent sur les réseaux sociaux et sur Internet en général. Et je lui envoie un email très naïf. Je lui dis, bonjour, James, je m'appelle Thibaut, je suis journaliste français de True Crime comme toi, mais à Paris. On me demande d'écrire un livre sur une affaire aux États-Unis. Toi qui fais ça depuis 15 ans, est-ce que tu as une idée d'une bonne affaire qui ferait un bon livre? Et il a été très sympa, il m'a répondu dans les 2 heures. Il m'a dit, salut Thibaut, écoute, si moi j'avais un livre à écrire demain sur une affaire criminelle aux États-Unis, je choisirais celle-là, celle-là ou celle-là. Et il m'a donné 3 idées, sans résumé, sans rien, juste le nom des affaires. Et je suis allé voir sur Internet, et l'une de ces 3 affaires était l'affaire Joseph Chandler. Alors justement, James Rayner, qui est cité d'ailleurs en épigraphe, il a une importance aussi capitale dans ce livre-là. Il écrit, il était étrange, et étrange voulait parfois dire dangereux. Est-ce que c'est aussi ton intime conviction? Est-ce que l'étrangeté fait partie du faisceau d'indices d'un criminel, d'un individu qui pourrait être condamné ou en tout cas suspecté? Je sais pas, on est toujours le type étrange de quelqu'un, donc il faudrait s'entendre sur la définition de l'étrangeté. Ce qui est certain, c'est que pour écrire une bonne affaire et une bonne histoire, qu'elle soit vraie ou non, il faut des bons personnages. Et il se trouve que quand je me suis penché sur l'affaire Joseph Chandler et sur ce prétendu Joseph Chandler, puisque pour ceux qui ont lu au moins la 4e de couverture, vous savez que c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, quand je me suis penché sur cette affaire, sur ce bonhomme, j'ai compris que on avait un type à tiroir, quoi. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de proprement. C'est l'affaire la plus bizarre que moi je n'ai jamais vue ou lue. Ça fait 15 ans que je fais du fait divers, d'abord au Parisien et depuis 7 ans en indépendant. Et je ne comprenais pas à qui j'avais affaire, tout simplement. Et j'ai commencé à lire des articles. Je trouve qu'il y en avait très peu. Et en fait, tout ce qui revenait dans les articles, c'était ce type est étrange, ce type est étrange. Et il y avait des éléments comme ça de l'enquête qui étaient rapportés dans ces articles, qui étaient souvent soit des éléments recueillis par la police dans leur enquête, soit des témoins. Et, euh, et effectivement, je crois que le qualificatif étrange, même si on a tous une définition différente, s'applique très très bien à cet homme. Ouais. Alors, je rebondis sur James Rayner, comme ça on en a fini avec lui, parce que j'avais évidemment beaucoup de questions par rapport à ça, mais on a découvert, vous écrivez dans le livre qu'on a découvert que les troubles psychotiques de cet auteur étaient proches de Ted Bundy, une sorte de syndrome de Stockholm inversé à force d'être obsédé par les criminels. Il en a développé certaines caractéristiques. Alors, ma question est la suivante, et elle va vous faire sûrement rire, mais comment vous vous positionnez par rapport à cela? Dites-nous tout sur votre passé criminel, Thibaut. Ah là là, il faudrait faire un visio avec ma psy, elle vous en dirait plus. Non, mais je sais pas quel est mon. Moi, j'ai pas un intérêt. Je suis un journaliste de faits divers un peu par hasard. C'est-à-dire que j'ai été embauché au Parisien dès ma sortie d'école de journalisme. Et il se trouve qu'au bout de 3 ans et demi à être reporter dans les différentes éditions locales, on m'a proposé de faire un passage, un essai au service des faits divers. Et j'ai accepté parce qu'on m'a vite fait comprendre qu'il y avait un CDI potentiel au bout. Et moi, ça faisait 3 ans et demi que j'allais de CDD en CDD, donc j'en ai un peu marre. Mais la matière fait divers m'intéressait pas particulièrement ni en tant que lecteur de presse, ni en tant que consommateur de médias. Je regardais pas Faites entrer l'accusé, par exemple. En revanche, j'étais un lecteur de polar, et ça, je l'ai toujours été. De Fred Vargas, quand j'étais ado, puisque j'avais un libraire qui me l'avait conseillé à la grande époque, Viviane Ami. Je dis la grande époque parce que je trouve que c'est un peu moins bien ce qu'elle fait maintenant, enfin, peu importe. Euh, Jusqu'à évidemment Raymond Chandler, Dashiell Hammett, David Goudis. Et je précise tout de suite que j'avais un goût pour le polar, non pas pour les énigmes, pour le fameux who done it, c'est-à-dire que moi, Agatha Christie, ça m'a jamais tellement plu. Je préfère David Goudis où il y a pas à savoir qui est le criminel, mais où il y a une atmosphère très étrange, très bizarre. Voilà, moi, c'est ça qui me plaît comme lecteur. Et donc, j'arrive dans ce service des faits divers.
Et en fait, ce qui m'intéresse tout de suite, c'est la pratique journalistique du fait divers. Et ça, je tombe amoureux de ça absolument tout de suite, parce que ce qui est fantastique dans le fait divers, c'est que c'est le seul champ journalistique où on n'est jamais confronté à des communicants et à des attachés de presse. Et moi, je déteste les communicants, je déteste les attachés de presse. Et il se trouve que quand on fait du fait divers, on est tout le temps confronté tout de suite et sans filtre à la matière humaine qui est la matière journalistique par excellence. Et donc c'est ça qui m'a tout de suite plu. Après, à savoir est-ce que ça témoigne de penchants morbides et d'une violence contenue qui un jour explosera, peut-être. Euh, J'en sais rien. Pour l'instant, mon casier judiciaire est vierge et j'ai toujours bénéficié d'un non-lieu. Donc, pour l'instant, je suis présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Exactement. Donc, il n'y a pas de fascination, en fait. C'est ça, ce que j'aimerais savoir, c'est quel qualificatif vous mettez derrière, tu mets derrière ce travail d'enquêteur, en fait. Surtout sur des hommes dont on sait si peu, que ce soit Xavier Dupont de Ligonnès. En tout cas, on sait beaucoup de choses, mais au final, qu'est-ce qu'on sait réellement d'eux, ou en tout cas de leur passé, de leur objectif? L'inconnu de Cleveland, il est dans la même situation que Xavier Dupont de Ligonnès, sur des conséquences différentes, mais il y a cet inconnu, il y a ce mystère intégral qu'on ne découvre pas non plus dans le livre, il faut aussi le préciser. En tout cas, on découvre une identité, mais on ne découvre pas véritablement les raisons de ce changement d'identité dont on parlera juste après. Mais il y a quand même dans la question du true crime une quête, et j'ai l'impression que c'est ça en fait que tu cherches, c'est cette quête et non pas la résolution. Oui, tu as tout à fait raison. En fait, moi, j'aime les mystères ouverts. J'aime les énigmes et j'aime enquêter. C'est-à-dire que d'abord, j'aime les énigmes comme lecteur. J'aime assez quand on m'apporte pas la réponse sur un plateau. J'aime bien les affaires pas tout à fait bouclées parce qu'elles font travailler l'imaginaire. Et moi, je suis un lecteur assez avide parce que j'aime faire travailler mon imaginaire. J'aime, je préfère les livres aux séries parce que les séries ou les films, on vous impose des images et moi, j'aime faire travailler mon imaginaire. C'est pour ça que j'aime les livres. Et l'avantage des affaires pas bouclées, des affaires non jugées, des affaires où subsiste un mystère, c'est précisément qu'elles font travailler l'imaginaire. Ça, c'est la première chose qui me plaît. Et ensuite, comme journaliste, ce qui est fabuleux avec une histoire qui n'est pas tout à fait résolue, c'est que précisément, on devient Hercule Poirot, quoi. On va enquêter soi-même. Finalement, les journalistes qui travaillent sur les enquêtes qui sont jugées, où il n'y a aucun doute, il n'y a aucun mystère, c'est un travail de super archiviste, finalement, de super documentaliste, même pour les journalistes qui vont sur le terrain, comme ça a été le cas pour les deux premiers volumes, qui rencontrent les gens, etc., etc. Mais je veux dire, l'histoire est quand même écrite, déjà. Ils vont la réécrire différemment, l'enrichir, etc. Mais quand je m'intéresse à une affaire comme l'affaire Ligonès ou à l'affaire de l'inconnu de Cleveland, ce qui est fabuleux comme journaliste, c'est que je vais peut-être trouver des trucs moi, quoi. C'est-à-dire que je vais peut-être trouver des choses que la police n'a pas trouvées. Je vais peut-être tirer un fil qui a été mal tiré, qui a été trop vite abandonné. Moi, j'y vais avec l'idée que je vais faire avancer l'enquête ou que je vais la résoudre. C'est ça qui m'excite. C'est ça qui crée cette attente aussi du journaliste et qui fait de moi un peu un enquêteur, quoi. Et dans la pratique professionnelle, dans la manière de travailler, ça change tout, quoi. Et ça donne une excitation supplémentaire. Et ça, c'est forcément quelque chose qui me plaît beaucoup. Je rebondis donc sur cette phrase de James Renner qui a eu en effet une éthique particulière, Valérie le note, et je l'avais également noté sur cette phrase, un journaliste qui rapporte des faits sans jamais s'en mêler n'est pas plus utile qu'un dictaphone. Elle est en effet éclairante et on comprend aussi le cheminement de chaque enquêteur ou en tout cas de chaque écrivain qui se met derrière la casquette de l'enquêteur. Oui, alors la particularité de James, c'est que non seulement il fait ça, c'est-à-dire que lui, alors lui il s'empare d'affaires non résolues, il a une appétence pour ça, mais genre, lui, il fait péter tous les verrous, c'est-à-dire que non seulement il dit je quand il écrit ses livres, ce que moi je n'ai pas fait, et ce qui était une ligne rouge dans la collection. Et on te remercie d'ailleurs pour ça. Ouais, alors j'aime moi le journalisme où les journalistes se mettent en scène, j'avoue que ça me pose un problème, j'aime pas ça. Et moi mon sujet c'est l'histoire que je raconte, c'est pas moi. Donc, mais toujours est-il que James Renner lui se met en scène
Et en fait, c'est un type qui est totalement dingue. C'est ça qui est génial. Et donc, on lui pardonne de se mettre en scène parce que le type est fou, quoi. Donc, il y a un de ses livres les plus célèbres aux États-Unis et qui a bien correctement marché en France, qui s'appelle Maura Murray a disparu. Maura Murray, c'est une étudiante qui a disparu dans la fin des années 90 après une soirée étudiante. Et on n'a jamais retrouvé son corps. On suppose qu'elle est décédée, qu'elle est morte, mais on n'a jamais retrouvé son corps. On ne sait pas ce qu'elle est devenue. Et c'est un cold case assez célèbre aux États-Unis. Et James s'est emparé de ce fait divers et s'est dit un matin, mais moi, je vais retrouver Maura Murray, quoi. J'en ai rien à foutre. La police n'a pas fait le boulot. Moi, je vais le faire. Je vais retrouver son corps, je vais retrouver son meurtrier. Il n'y a aucun problème, quoi. Sauf que James, il est un peu dingue, quoi, hein. C'est ce que je raconte dans le livre. Il a un petit pet au casque et évidemment, il va devenir encore plus, il va devenir fou à enquêter sur ça va devenir totalement obsessionnel. Il va tomber dans les médocs, il va s'engueuler avec sa femme, il va retourner voir son psy, bon, bref, toute cette histoire va évidemment le rendre complètement fou. Et c'est ce qu'il raconte dans ce livre, Moramura a disparu. Il raconte son enquête qui devient aussi une espèce de quête pour se retrouver soi-même ou pour pas se perdre. Enfin, tout ça s'entremêle de manière vraiment totalement géniale, à mon avis. Mais effectivement, c'est ce qui m'a plu dans son approche. Et moi, je ne me mets pas en scène. En revanche, je garde de l'œuvre de James Renner, et le mot œuvre, je pense, est tout à fait justifié, cette manière de se mêler des faits et d'assumer une forme de subjectivité, non pas dans la mise en scène, dans la manière de se mettre en avant, mais dans le fait de se mêler de sa propre enquête. Alors justement, par rapport au fait de se mêler à sa propre enquête, quand il t'a proposé les différentes affaires, quel a été ton premier sentiment à l'annonce de l'inconnu de Cleveland, à l'annonce de ce Joseph Chandler? Est-ce que tu avais déjà un a priori? Est-ce que tu as évolué aussi à travers l'écriture? Alors évidemment, à travers ce que tu as découvert, oui, mais est-ce que fondamentalement, tu as changé d'avis ou en tout cas évolué à travers la découverte de ce Joseph Chandler? Oui, alors la particularité de l'affaire Joseph Chandler, c'est qu'elle a été très peu couverte aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose qui, moi, m'intéressait aussi parce que l'affaire Joseph Chandler, L'inconnu de Cleveland, c'est le premier livre qui ait jamais été écrit sur l'affaire Chandler. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il n'y a jamais eu de livre, il n'y a jamais eu de fiction, il n'y a jamais eu de documentaire, il n'y a jamais rien eu sur l'affaire Chandler. Donc, c'est un peu une affaire inédite traitée dans ce livre. Pour une raison, à mon avis, assez simple. En tout cas, c'est mon hypothèse, c'est que le moment où l'affaire Joseph Chandler éclate, c'est-à-dire le moment où on s'aperçoit que cet homme vivait sous une fausse identité, c'est au jour près le moment où l'armée américaine entre en Irak pour renverser Saddam Hussein, au printemps 2003. Et donc, les médias locaux font quelques petits papiers sur ce rebondissement incroyable de cette histoire de se suicider dont personne n'avait parlé auparavant. Mais les médias nationaux n'en feront rien. Et c'est une histoire qui, dans les médias nationaux, restera totalement sous les radars, sauf un petit peu en 2018, sans spoiler tout, où quelques médias alternatifs en ligne vont en parler. Mais je veux dire, il n'y a jamais eu d'article du New York Times ou du Washington Post ou du Los Angeles Times sur l'affaire Chandler. Donc ça, c'est la première chose dont je m'aperçois en faisant des recherches. Et la deuxième, c'est que je vois que c'est une affaire quand même assez étonnante. Ce type est vraiment d'une étrangeté totale, mais je me demande s'il y a vraiment un livre, quoi. C'est-à-dire que c'est toujours la grande question. Il y avait un article de journal, c'est sûr. Il y avait même un gros article de journal. La question, c'est est-ce qu'il y a un bouquin? Et est-ce qu'il y a un livre? Alors, c'est très subjectif de répondre à cette question, mais qu'est-ce que c'est un livre par rapport à un article de journal? Bah, chacun a plus ou moins sa réponse, mais moi, je sais que j'avais besoin d'un certain nombre d'ingrédients. Ces ingrédients, c'était une histoire à rebondissement. Pas un seul rebondissement, mais il en fallait plusieurs. Il y a des rebondissements qui tombent aussi, je dirais, de manière euh, régulière dans l'histoire. C'est-à-dire, si j'ai 5 rebondissements au début et puis j'en ai plus à la fin, voilà. Il me fallait un décor. Ça, j'ai très vite compris que Cleveland était un décor absolument fabuleux. Cette cité industrielle un peu euh, à la marge,
au bord d'un lac magnifique, et ça ressemble aux plages de la Côte d'Argent, hein. Le lac Erie, c'est absolument époustouflant de beauté, avec à côté de ces plages magnifiques qui évoquent les plages de l'Atlantique, des espèces de centrales à charbon abandonnées. Enfin, c'est un décor de film, c'est totalement dingue. Le troisième critère que je voulais, c'était des personnages. Alors évidemment, l'inconnu de Cleveland, ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage un peu en filigrane dans cette histoire, puisque on peut pas aller l'interviewer par définition. Mais j'avais besoin donc de personnages autour de Chandler, un peu à la manière de ce qu'on avait fait sur l'affaire Ligonès, où finalement, c'est un peu un portrait en creux à travers les meilleurs amis de Xavier Ligonès qu'on avait fait dans cet article de Society. Et donc, je me suis demandé, est-ce que j'ai des bons personnages pour faire vivre cette histoire et à travers lesquels faire vivre cette histoire? Et après, il y a d'autres critères qui entraient en compte. Est-ce que j'avais une fin? Est-ce que j'avais une fin possible? Euh, Est-ce que j'avais voilà une espèce de progression narrative qui fait qu'on s'ennuie pas, que bon, tout ça fait que j'étais pas certain avec les articles que j'ai trouvés d'avoir tout ça, et j'ai commencé à envoyer quelques mails à voir si certains de mes interlocuteurs étaient d'accord pour me parler. Et je suis parti avec encore un léger doute. Elsa, ferme les oreilles si tu entends ça, mais je suis parti avec un léger doute sur le fait que j'avais vraiment un livre. Et la chance que j'ai eue, c'est que en revenant de l'Ohio, j'ai compris que j'avais eu du flair, ou en tout cas que j'avais eu la chance de tomber sur une affaire qui ferait une très bonne histoire à raconter. Et ça a failli apparemment mal débuter puisque vous citez Hubert Grèche dans les remerciements pour le sauvetage express d'un reportage mal engagé. Qu'est-ce qui s'est passé si c'est pas trop indiscret? Bon, ça, c'est une affaire horrible. Je vais essayer de faire ça vraiment très court, mais c'est le cauchemar du journaliste. C'est-à-dire que j'arrive à New York parce que mon vol pour Cleveland, il y avait une escale à New York, et j'avais un de mes interlocuteurs, Larry Moreau, qui me dit, bon, quand tu arrives à New York, tu me passes un coup de fil, et puis on s'organise pour que tu viennes me voir. Et c'était la première interview à Calais, probablement la plus importante parce qu'elle m'ouvrait plein de portes derrière. Bref, j'étais évidemment très soucieux d'appeler ce type exactement à l'heure qu'on avait convenu au moment de mon transfert à New York. Et j'ouvre mon téléphone en descendant de l'avion, à l'heure précise où on s'est dit qu'on s'appellerait. Et là, impossible de faire marcher mon téléphone aux États-Unis. Impossible. Là, j'ai une descente d'organes en direct. Je me dis, tout est foutu, quoi. Non seulement je peux pas appeler ce gars, mais je vais reprendre l'avion, je vais arriver à Cleveland et je pourrais appeler personne, personne. Et j'avais quand même un certain nombre de rendez-vous de Calais. Et tous ces gens-là font confiance à un type qui leur envoie un mail de Paris, on ne sait pas qui c'est. Et donc ces gens-là me font confiance, me donnent des rendez-vous à 5000 kilomètres. Et moi, je suis même pas capable, arrivé sur place, de leur dire que j'arrive, que j'avais pas les adresses de tous ces gens-là. Enfin bref, horrible. Et il se trouve que Hubert Grech, qui est dans les remerciements, est un ami à moi qui travaille pour Apple en Californie. Et c'est un ami de lycée. Et le téléphone ne marche pas, mais j'arrive à me connecter au Wi-Fi à l'aéroport. Et je lui envoie un mail, je lui dis, écoute Hubert, démerde-toi, mais trouve-moi un moyen de téléphoner aux États-Unis dans l'heure qui vient, sinon je suis foutu et je suis incapable de faire mon boulot et c'est horrible et je vais planter un bouquin et c'est... Et il me donne des conseils d'aller dans mes paramètres de téléphone. Rien ne fonctionne. Et il me dit, écoute, je t'achète un iPhone. Tu vas le récupérer demain matin à Cleveland ou à l'Apple Store de Cleveland. Et avec un peu de bol, ça va fonctionner. Tu mets ta SIM et puis ton reportage est sauvé, quoi. Et donc, je lui ai dit merci. Je suis allé à l'Apple Store de Cleveland le lendemain matin. On m'a donné un iPhone et mon reportage a été sauvé comme ça. Tout fonctionnait très bien. Et en plus, j'ai pu rapporter l'iPhone dans les 14 jours. Et j'ai été remboursé, ça m'a pas coûté un centime, cette histoire. En effet, tout est bien qui finit bien. Tout a failli capoter Ah non, mais... par un appel Ouais, téléphonique. exactement. Ok. Alors, ce qui est très intéressant aussi, tout à l'heure, tu disais que tu étais fan de polar et on le ressent clairement dans ton livre parce que ça se lit carrément et sincèrement comme un roman, notamment parce que tu y agrémentes aussi de nombreuses références historiques, un contexte politique. Tu parlais tout à l'heure de l'Irak, tu parles également de Trump, d'Obama. Il y a toujours ce décor à chaque fois. Au-delà de Cleveland, il y a aussi ce décor politique et historique que tu mêles. C'était aussi quelque chose de nécessaire pour toi de créer quelque chose, de créer un livre qui ne ressemble pas à une enquête journalistique. Parce que là, clairement, on est
on n'est pas dans l'enquête journalistique. On est entre les deux, on est entre le roman et l'enquête et la non-fiction. Mais il y a quand même chez toi un véritable tissu narratif. Merci, c'est gentil. Oui, en tout cas, c'était mon intention. C'est-à-dire que je ne voulais pas écrire un article de 200 pages. Je voulais écrire ce qu'on appelle, j'aime pas tellement les étiquettes, mais ce qu'on peut rapprocher de ce qu'on appelle la narrative non-fiction aux États-Unis. Donc, il y a un certain nombre d'auteurs qui sont célèbres pour ça, mais qui est cette manière d'aborder des faits réels avec les outils et les techniques du romancier. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire planter le décor, tout bêtement, et essayer de le planter correctement. C'est d'essayer d'être le plus immersif possible. Je pense que si tous les gens qui m'écoutent ce soir sont des lecteurs, c'est parce qu'ils aiment s'immerger dans une histoire, ils aiment se plonger dans un décor, c'est ça qu'on aime dans la lecture. Moi, c'est ce que j'aime. Et donc, j'avais cette volonté euh, très immersive avec d'avoir une écriture qui soit très visuelle, avec des personnages qui aient un peu de profondeur, c'est-à-dire que on puisse sympathiser avec eux, être en empathie avec eux, enfin tout ce qu'un romancier essaye de faire correctement. C'est ce que j'ai essayé de faire et donc ça veut dire aussi varier les rythmes, c'est-à-dire que le piège, à mon avis, c'était d'avoir un livre qui soit simplement une enquête mise à plat avec des rebondissements et l'enquête qui avance et le lecteur suit l'enquête qui avance et les déceptions et puis les rebondissements de l'enquête, etc. J'ai essayé de faire en sorte que mon livre ait une dimension un tout petit peu plus large et donne vraiment ce sentiment au lecteur d'être à Cleveland, de connaître un peu cette région, de voir un peu le décor, d'être un peu avec ces gens, parce que les gens du Midwest sont des gens particuliers, je pense. Et à mon avis, et c'est là où ça devient, on reboutique avec mon histoire, c'est que ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cette affaire ne pouvait se passer que dans cette région. Et qu'en fait, c'est là où on atteint, j'espère, une dimension un peu plus intéressante aussi que la simple affaire judiciaire, c'est que ce décor en dit beaucoup sur cette affaire et cette affaire en dit beaucoup sur ce décor et sur cette région. Alors justement, ce décor, quelles ont été tes impressions par rapport à cette région-là? Est-ce que tu as senti aussi une atmosphère particulière? Comment s'est construit aussi ton épopée là-bas? Parce que tu parles beaucoup de Cleveland en effet, et notamment à cette disgrâce pendant des années, pendant une cinquantaine d'années, et ce retour improbable grâce à LeBron James notamment. Ça, c'est très intéressant parce que c'est clairement en effet le déclic d'une nouveauté, en tout cas d'une remise à niveau de Cleveland à nouveau, Cleveland est replacé sur la carte. Oui, alors n'hésite pas à me couper parce que franchement, je pense que je pourrais vraiment parler des heures et je garde un souvenir très vif de mon reportage. Bon, d'abord, quand je pars à Cleveland, moi, je sais absolument pas à quoi ça ressemble, hein. Je sais pas à quoi ressemble le nord de l'Ohio, je sais pas à quoi ressemble le Midwest. J'ai une vague idée de quoi ressemble Chicago parce qu'on a tous un peu des cartes postales de Chicago dans la tête, mais c'est tout, quoi. Et c'est ça aussi qui me plaisait, c'est que je suis arrivé un peu vierge, c'est-à-dire que j'ai pas regardé sur Google Images à quoi ressemblait Cleveland. J'ai pas lu de livre sur Cleveland, j'en ai lu plus tard, mais j'y suis allé avec vraiment l'idée de pouvoir tout découvrir et de faire un peu l'éponge une fois sur place, quoi, de pas avoir le moins de préjugés possible. Et donc pour vous la faire un peu courte, Cleveland c'est la version AliExpress de Chicago. C'est-à-dire que c'est des buildings art déco, c'est au bord d'un lac. Alors c'est pas le lac Michigan, c'est le lac Erie. Mais ça correspond assez bien à la carte postale qu'on peut avoir de Cleveland en miniature. C'est-à-dire que les buildings, il y en a moins, ils sont moins hauts. Le lac Erie, c'est un peu plus petit que le lac Michigan. C'est moins développé. Il n'y a pas de métro aérien parce qu'il n'y a pas de métro du tout. Donc en fait, c'est un peu la version, voilà, la version Wish, la version AliExpress de Chicago. Visuellement, c'est un peu ça, quoi. En dehors de la métropole de Cleveland, c'est très très beau, c'est très très vert. On n'est pas loin de la frontière canadienne, hein, donc il y a une forêt de conifères, il y a des chutes d'eau, il y a des étangs, c'est absolument somptueux, hein. Enfin, c'est vraiment très très beau. Euh, et puis il y a ce mélange de nature, de beauté avec ce lac incroyable, ces plages de sable fin et ce décor industriel
encore très présent dans la région. Cleveland, c'était la Silicon Valley de l'acier, comme je crois que je l'écris dans le livre, après-guerre. Et évidemment, c'est une ville qui a été frappée, comme beaucoup de villes de la Rust Belt, par la désindustrialisation. Et on en voit encore aujourd'hui, physiquement, visuellement, les stigmates. Et donc, c'est ce décalage entre ce décor de carte postale très, très beau, très vert, très pittoresque. Vraiment, c'est très joli, très nature. Et ces cheminées de centrales à charbon désaffectées, ces usines en miettes, en ruines. Il faut savoir que Cleveland a été surnommé The Mistake by the Lake, c'est-à-dire l'erreur au bord du lac, notamment après que la rivière Cuyahoga qui traverse la ville a pris feu. Je crois que c'était en 1969, si je ne dis pas de bêtises, tellement la rivière était polluée, elle a littéralement pris feu. Et donc les pompiers ont éteint l'incendie qui prenait dans la rivière même. Donc c'est pour vous donner une idée un peu de... Évidemment, cet incident a marqué la ville très longtemps et Cleveland était un peu le symbole de, de tout ce que l'industrie manufacturière pouvait avoir de nocif. Et effectivement, dans les années 90, la ville s'est remis sur les rails économiques, notamment grâce à l'industrie médicale. C'est devenu une des villes très à la pointe dans l'industrie médicale, l'imagerie médicale, ce genre de choses. Et à partir de l'arrivée... Ah oui, alors ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une malédiction du sport. C'est que c'était une ville qui était vraiment maudite pendant 50 ans. C'est-à-dire que notamment, aucune des grandes équipes de foot américain, de baseball ou de basket de Cleveland n'a gagné le moindre titre en 50 ans. Et ça, c'était quelque part un espèce de symbole de, euh, de cette ville totalement euh, marginalisée et stigmatisée pour être le symbole en fait de l'Amérique loser, quoi. Et l'arrivée de, alors ce retour un peu, ce comeback économique va aider. L'arrivée de LeBron James va avoir un impact énorme en termes d'image sur Cleveland. LeBron James est un basketteur célèbre qui a intégré l'équipe de basket de Cleveland donc dans les années 2000. Et aujourd'hui, Cleveland, c'est une ville super à la mode. D'abord parce que c'est pas cher. On continue de se loger pas cher à Cleveland. Les prix de l'immobilier sont assez bas. C'est très beau pour les raisons que j'ai évoquées. Ça reste une ville qui est quand même assez marquée par la criminalité, mais elle est en baisse. C'est tellement devenu une ville à la mode qu'il y a une série qui s'appelle Hot in Cleveland qui a été tournée, une sitcom qui a pour objet, pour sujet trois femmes qui s'installent à Cleveland et qui renouent avec les plaisirs simples de la vie, les gens simples, le plaisir d'un beau paysage, alors qu'elles étaient des citadines très superficielles avant d'arriver à Cleveland. Donc ça a beaucoup fait pour l'image de Cleveland, cette série. Et puis ce que je raconte aussi, c'est qu'il y a une scène d'une sitcom qui s'appelle 30 Rock, un épisode qui se passe à Cleveland et qui a aussi beaucoup joué pour l'image de Cleveland, où en fait l'héroïne principale suit son mec qui est originaire de Cleveland pour un week-end. C'est une New-Yorkaise très busy, très working girl, et donc elle n'a pas très envie d'aller se foutre à Cleveland, même pour un week-end, ça l'intéresse pas. Et puis elle s'aperçoit que c'est très beau, que les gens sont très polis, sont hyper accueillants. Enfin, elle hallucine, elle tombe amoureuse de la ville. Et de cette sitcom, de cet épisode, est née une expression populaire maintenant aux États-Unis qui est l'expression Let's go to Cleveland, qui veut dire donc littéralement allons à Cleveland, mais qui en fait veut dire allons se mettre au vert et allons renouer avec une vie simple et des gens simples et sympas et arrêtons de nous prendre la tête à la ville, quoi. Et évidemment, ça en dit très long sur ce changement d'image très spectaculaire de la ville de Cleveland ces 10 dernières années. Pardon, je suis beaucoup trop long. Non, non, non. Je rebondis sur le comté de Lake où justement Joseph Chandler va se réfugier pendant des années dans la banlieue de Cleveland. C'est un lieu qui n'est pas anodin puisqu'en effet il est très reculé et que ça permet aussi d'imaginer que cet individu, que cet inconnu de Cleveland cache quelque chose. En tout cas, on a l'impression que ça fait partie de ce faisceau d'indices-là. J'aimerais que tu nous parles de cette banlieue de East Lake qui a un intérêt aussi particulier, qui n'est pas anodin. Oui, alors East Lake, c'est vraiment le prototype de l'Amérique blanche, de classe moyenne, euh,
Il y a d'ailleurs se... un homicide par an, tu cites, et sans homicide pardon, par an à Cleveland. Donc il y a quand même une Ouais. différence criminelle importante. Oui, alors les gens d'Islake vous diront que c'est le Far West, en fait, pas du tout. C'est très calme et c'est très sûr. Islake, c'est 20 000 habitants à peu près, c'est vraiment au bord du lac Erie. Euh, c'est un peu entre ville et campagne, hein, c'est-à-dire on n'est pas dans les quartiers citadins de Cleveland, on est vraiment à la lisière de la métropole. On n'est pas encore tout à fait dans l'Ohio des grands gens bois rouges, les fameuses barns qu'on voit au bord de la route. On n'est pas encore à la campagne non plus. East Lake, c'est euh, le revenu moyen d'Eastlake est pratiquement au dollar près le revenu moyen des États-Unis. C'est-à-dire que et d'ailleurs l'Ohio a pour réputation d'être l'Amérique en miniature. Eastlake, c'est le prototype de ça. Euh, à la différence près que Eastlake, c'est une ville qui est quand même assez blanche. Il n'y a pas beaucoup de population étrangère ou africaine-américaine là-bas, afro-américaine là-bas. Mais sinon, c'est vraiment le prototype de cette Amérique blanche de la classe moyenne, mais qui a gardé un peu l'esprit prolétaire, son esprit prolo, parce que ce sont des gens qui sont issus tous de familles de col bleu, mais qui ont été promus classe moyenne par le développement et la croissance économique. Mais ça reste des gens assez peu curieux de l'extérieur, de ce qui se passe à côté de chez eux, assez peu curieux de ce qui se passe dans le monde. Moi, je me souviens, le premier habitant d'Islake que j'ai vu qui m'a dit, à qui j'ai dit que j'étais français, il m'a demandé si la France faisait partie du Royaume-Uni. Donc, je lui ai dit non. Alors, ça a l'air un peu caricatural comme ça, mais en vérité, on est vraiment dans cette Amérique-là, une Amérique qui était très à gauche euh, et qui, suite à la désindustrialisation, suite à ce sentiment de déclassement, d'être un peu le perdant de la mondialisation, ont beaucoup basculé. Ce sont les premiers votants de Trump, hein. L'Ohio a été un État qui avait la particularité de voter un coup républicain, un coup démocrate. Quand Trump est arrivé, l'Ohio a basculé très nettement en faveur de Trump et a contribué d'ailleurs assez fortement à son élection pour son premier, enfin son mandat. Et donc, ce sont des gens assez peu curieux de l'extérieur, qui sortent peu. Il y a deux bars à East Lake, ils sont assez blindés, mais il n'y en a pas plus que ça. Et finalement, qui passent totalement sous les radars médiatiques et politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais un politicard qui vient dans le nord de l'Ohio, sauf juste avant les élections, évidemment, où ils se précipitent tous là-bas, parce que je le répète, l'Ohio et notamment cette région de l'Ohio, c'est l'Amérique en miniature. Donc, ils ont, les politiciens, l'impression que si ils arrivent à recevoir les suffrages et le soutien de ce coin de l'Amérique, ils auront le soutien de l'Amérique et gagneront les élections. Et donc, le fait d'avoir ces gens-là qui se sentent un peu à la marge, qui sont assez peu curieux de ce qui se passe dans le monde et même de ce qui se passe à côté de chez eux, et ben Joseph Chandler va pouvoir en profiter à fond. Parce que lui, précisément, il vivait caché au grand jour. Et donc, moins on se mêlait de ses affaires, moins on allait voir ce qui se passait chez lui, moins on s'occupait de, de, de regarder les allées et venues ou son passé, ou etc. Et ben, mieux il se portait, puisque lui, son but, c'était précisément de rester sous les radars. Et donc, se cacher à East Lake, c'était à cet égard-là une excellente idée. Alors, je me suis posé une question, je ne sais pas si on peut y répondre sans rien dévoiler de l'intrigue, mais quand même. Cet individu-là, il s'est caché, en effet, il s'est caché longtemps, donc il s'est suicidé, hein, pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, il s'est suicidé en se regardant dans le miroir. Ça, c'est très intéressant aussi, et même humainement, ça paraît aussi très intéressant. Donc, il a eu une vie très discrète, il sort plus de chez lui, il a très peu d'amis, ou en tout cas, il n'en a pas concrètement. Ce sont simplement des connaissances. Il est très minutieux par rapport à ce qu'il fait, à ce qu'il pratique pendant de longues années. C'est une sorte de fantôme. Mais je me suis posé la question, est-ce que finalement, ce n'était pas tout simplement un homme étrange? Et est-ce qu'il a véritablement quelque chose à cacher? Est-ce que finalement, cette affaire est, entre guillemets, un feu de paille? Est-ce que ça aurait pu, parce que les indices qu'on a sont quand même plutôt minces, en tout cas en matière criminelle, ce sont des indices extrêmement lointains parfois, ou en tout cas sur l'usurpation d'identité, il n'y a plus de doute, bien sûr, mais sur les causes pour lesquelles il a eu ce changement d'identité, quel est aussi ton sentiment? Parce que tu ne t'es pas mis en avant dans ce livre-là, et on t'en remercie grandement, mais quand même, on aimerait, avec ton expertise,
euh, connaître ton intime conviction, ou en tout cas certaines pistes. Et je précise pour ceux qui n'ont pas lu le livre, de couper le son si Thibaut évoque certaines pistes, puisque là, pour le coup, tu vas devoir, à mon avis, voilà. Alors, je vais rien spoiler. Je vais faire une réponse Alors, qui parfait. va être. Je vais essayer d'être un peu précis dans la réponse, mais pas trop. Euh, Moi, j'aimerais bien que, enfin, si toute cette histoire, c'est 16 ans d'enquête, un peu plus même, ce livre et tous les gens qui ont travaillé sur cette enquête. Je parle pas de moi, je parle des US Marshals, des policiers, des détectives privés, des avocats et je sais pas combien de personnes ont travaillé sur l'affaire Chandler, mais beaucoup. Si tous ces gens-là ont fait tout ça pour rien, parce qu'en fait, ce type-là était juste un type bizarre, bon, moi, ça me va très bien. En fait, ça me ferait rire si on s'aperçoit que le type est juste bizarre. Bon, pourquoi pas? Moi, ça me choquerait pas et ça me décevrait pas, en fait. Du tout. Encore une fois, on est tous le type étrange de quelqu'un. Cela étant, euh, cette affaire, elle va mobiliser, elle mobilise encore les US Marshals. Donc les US Marshals, ce sont une espèce de super shérifs qui ont des compétences fédérales et qui ont pour compétence notamment de traquer les fugitifs à travers les États-Unis. Et, euh, et ce sont des gens qui se fatiguent pas pour rien. Et quand les US Marshals s'intéressent à cette histoire, Peter Elliott, qui est le marshal en chef, sait qu'il y a cette histoire qui traîne dans l'État, qui est toujours non résolue depuis 12 ans à l'époque, quand il s'en empare, et il essaie de voir s'il y a quelque chose à faire, quoi. Et avec les indices qu'il ramasse, c'est ce que je ne détaillerai pas, il s'aperçoit que, en fait, au regard de l'expérience qu'il a, Peter Elliott, il a traqué plus de 30 000 fugitifs dans sa carrière. C'est un type, les gens qui changent d'identité ou qui essayent de passer sous les radars, ça le connaît. Et son expérience, quand il voit les éléments de l'enquête policière, il se dit tout de suite, mais j'ai affaire à un criminel en fuite. Ce gars-là, ce qu'il a fait, cette, ce soin extrême apporté au fait de ne jamais attirer la curiosité, le fait d'avoir réussi pendant 24 ans à ne jamais se faire remarquer, à ne nouer de lien avec personne, à ne laisser aucune trace d'empreinte digitale dans son appartement, ni dans sa voiture. Tout ça, quand même, illustre une forme de stratagème totalement dingue et un soin tellement extrême que ça ne peut être motivé que par une raison précise. On ne fait pas ça pour le plaisir. Et donc, c'est ce raisonnement que va avoir Peter Elliott, et avec cette idée aussi que les meilleurs fugitifs, ils arrivent à échapper aux policiers ou aux radars pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. En France, on a le cas de Redouane Faïd, qui est quand même un type qui avait des solides appuis dans le milieu et qui, je crois, pour sa meilleure tentative, a réussi à échapper pendant 8 mois, 8 semaines à la police. Là, vous avez quelqu'un qui a réussi pendant 24 ans à vivre sous une fausse identité sans jamais être inquiété. Donc, en fait, de manière presque statistique, Peter Elliott se dit, mais j'ai affaire à un type qui est un génie de la dissimulation, littéralement. Et donc, pour être un génie de la dissimulation, lui, il va se dire, bah, il faut avoir quelque chose à dissimuler, tout simplement. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, les crimes de sang sont les seuls crimes qui ne sont jamais prescrits. Vous connaissez tous la notion de prescription. En France, y compris les crimes de sang sont frappés de prescription. Aux États-Unis, il y a aussi la prescription, sauf pour les crimes de sang. Les crimes de sang, on peut les juger 500 ans après, il n'y a pas de problème. Et donc, là aussi, c'est un élément qui vient à l'appui de la théorie émise par Peter Elliott et qui était une intuition déjà des policiers que ce type cachait nécessairement un crime et a fortiori un crime de sang. Alors, beaucoup s'interrogent sur la notion d'usurpation d'identité. Alors, vous l'écrivez aussi, tu l'écris dans le livre aussi, sur la question de la carte d'identité qui n'existe pas déjà aux États-Unis et que depuis 2001, les conditions auraient été sûrement différentes. Ça aurait été très difficile pour lui, en tout cas, on ne sait pas, peut-être qu'il a eu une formation extrêmement
militaire, scientifique et économique, on ne sait pas réellement ses capacités aussi, mais en tout cas, ça aurait été plus difficile pour lui à une époque actuelle. À l'époque, en 2002, et même avant, évidemment, il a pu profiter de ce système-là un petit peu passoire. Et tu expliques dans le livre, il y a quelques pistes aussi pour tromper son monde et tromper son pays, entre guillemets, sur la question d'identité. Et en effet, ça paraît assez simple de trouver une identité nouvelle. On précise qu'il a pris l'identité d'un jeune garçon décédé avec ses parents dans un accident de la route. C'était la voie de la facilité de trouver un individu qui n'avait déjà que peu de papiers, que peu de vie administrative aussi. Oui, alors, changer d'identité aux États-Unis, notamment dans les années 70, c'était relativement, je dirais pas simple, en tout cas, c'était abordable, notamment grâce à des guides, parce que il se trouve qu'aux États-Unis, il y a le premier amendement, et le premier amendement protège la liberté d'expression et la rend totale, ce qui est une grande différence avec la France. Et donc, vous avez, dans n'importe quelle bibliothèque aux États-Unis, vous avez Mein Kampf, c'est-à-dire, c'est pas un problème. Et profitant du premier amendement, il y a des petits malins dans les années 70 qui ont écrit, notamment des survivalistes, des petits guides pour changer d'identité. Donc vous aviez dans les revues aussi, dans les revues militaires, c'est souvent des gens un peu paranoïaques, ou qui veulent échapper justement aux impôts, à l'État, etc., qui ont rédigé ces petits guides. Voilà, merci. Disparaître, qui c'est qui montre ça? Marchiali. Bon voilà, d'abord il faut lire ce livre parce qu'il est génial. Ça vient au soutien de mon propos. Euh, et donc, la différence avec l'histoire de Chandler, c'est que le livre de Marchiali, c'est une affaire qui se passe à l'ère d'Internet. Donc aujourd'hui, échapper au radar et notamment à la surveillance électronique, ça paraît beaucoup plus compliqué. Enfin bref, toujours est-il qu'il y avait donc des guides qui montraient, qui précisaient Anarchistes, c'est ça? Des guides anarchistes? oui, d'inspiration anarchiste, d'inspiration survivaliste. Et donc, pour la faire un peu court, donc il donnait un peu des conseils. Le premier, c'est de trouver quelqu'un. Donc, c'était d'arpenter des cimetières. Pour trouver le bon client, la personne à usurper, il fallait dans un cimetière trouver, si possible, un enfant, parce qu'un enfant, il n'a pas vraiment de vie administrative. S'il meurt jeune, à 5 ou 6 ans, bah, il est dans des fichiers d'état civil, mais il n'a pas, par exemple, de carte de sécurité sociale. Et donc, c'est un bon client. Si on peut trouver un enfant qui est né à peu près en même temps que soi, c'est mieux. Parce qu'évidemment, c'est quand même plus simple de passer sous les radars, d'usurper l'identité de quelqu'un qui a à peu près son âge, quoi. Ça, c'est le premier conseil. Et alors, le deuxième, si je raccourcis un petit peu le processus, c'est donc de se faire une carte de sécurité sociale. Carte de sécurité sociale. La carte de sécurité sociale, c'est très bien parce que l'enfant dont vous avez usurpé l'identité, il n'a pas eu de carte de sécurité sociale parce qu'il n'a jamais travaillé. Donc, c'est beaucoup plus simple de faire une carte de sécurité sociale. Et pour faire une carte de sécurité sociale, donc aux États-Unis, ça correspond à une carte d'assurance, un peu la carte vitale, si je résume un peu, mais c'est pas exactement ça, mais en gros. C'est une carte qu'on demande à partir du moment où on commence à travailler. Et ce qu'a fait probablement Joseph Chandler, en suivant ces fameux guides survivalistes, c'est qu'il s'est pointé à un bureau de la sécurité sociale et il a dit, je voudrais faire une carte de sécurité sociale. Et on lui a répondu, pas de problème, monsieur. Est-ce que vous avez un document d'identité? Et ce qu'a fait Joseph Chandler, c'est qu'il a produit, et ça on le sait parce qu'on en a retrouvé un exemplaire chez lui, un certificat de naissance. Et la grande question, c'est comment a-t-il fait pour avoir un certificat de naissance au nom de ce pauvre gamin mort à l'âge de 8 ans en 1945? C'est là où les guides survivalistes donnaient des petites pistes. La première, c'était corrompre un fonctionnaire, c'est-à-dire aller au bureau d'état civil, dire qu'on avait besoin d'un certificat de naissance. Alors, si vous faites l'expérience aujourd'hui, on va vous dire, pas de problème, on va vous donner un extrait d'acte de naissance, mais il faut produire une pièce d'identité. Et là, ce qu'a dû faire Joseph Chandler de la même manière, c'est qu'il a dit, j'ai pas de pièce d'identité à vous fournir, faut me croire, il me faut un extrait d'acte de naissance, je m'appelle Joseph Chandler. Probablement qu'on lui a répondu non. À ce moment-là, les guides proposaient de corrompre le fonctionnaire. On est dans les années 70. Un fonctionnaire aux États-Unis, c'est excessivement mal payé. Et pour 50 dollars, il était possible à l'époque, avec un bon candidat derrière le guichet, de récupérer un extrait d'acte de naissance en corrompant un fonctionnaire.
La deuxième chose, si jamais on tombe sur un fonctionnaire incorruptible, c'était de prétendre qu'on avait perdu précisément ces documents d'identité, tous ces documents d'identité, et que donc, je suis désolé, moi, il faut un acte de naissance précisément pour refaire des papiers. Donc, je peux pas vous... Et là, si vous tombiez sur un fonctionnaire assez sympathique ou vous jouiez bien la comédie, à ce moment-là, il vous remettait un extrait d'acte de naissance dans une Amérique des années 70 qui fait confiance quand même assez facilement aux citoyens. Ça, c'est un trait qui a disparu depuis le 11 septembre. Mais l'Amérique des années 70, qui a encore un peu cette Amérique un peu insouciante, surtout dans des coins comme Cleveland, quoi, on est à la campagne, hein, on se méfie pas des gens, des citoyens, ni de ses voisins. Eh ben, le simple argument, j'ai perdu mes papiers d'identité, j'ai rien pour en faire, croyez-moi, ça pouvait suffire. Et de fait, ça a suffi. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de l'accueil des gens de Cleveland qui t'ont reçu, qui t'ont répondu. Tu les remercies parce qu'en effet, tu débarques entre guillemets de nulle part. Tu remercies même un individu, je ne sais plus lequel, mais de ne pas t'avoir tiré dessus parce que tu es arrivé dans son jardin, les mains derrière le dos, les mains dans les poches, ou en tout cas, enfin, de manière un petit peu suspecte. Mais tu as été très bien accueilli aussi par tous les témoignages et toutes les sources que tu as pu avoir. Et ça, c'est plutôt très important parce que ça veut aussi dire qu'il y a un passé, il y a un passif, il y a une envie aussi des gens de Cleveland et des alentours de résoudre une affaire, de collaborer aussi, ce qui n'est pas forcément évident partout dans le monde. Pour le coup, ils ont été quand même d'une grande aide. Et j'aimerais que tu nous parles de ces sources parce que tu en cites quelques-unes, même si l'affaire était peu médiatisée, il y a eu quand même des hommes, notamment des hommes, il ne me semble pas qu'il y ait eu des femmes qui t'aient aidé concrètement sur les affaires, mais j'aimerais que tu nous parles de ces hommes aussi, sur ces inspecteurs, ces enquêteurs, ces détectives, parce qu'ils sont hauts en couleur et tu les décris de manière aussi très symbolique dans le livre. Ouais, c'est une galerie de personnages vraiment incroyable, quoi. Enfin, moi, je me suis amusé à rencontrer ces gens, à essayer de les raconter, d'en faire un portrait le plus fidèle possible. Mais c'est tous des personnages de film, quoi. Donc il y a Tom Doyle. Alors Tom, c'est le flic à donut, quoi, que vous avez en tête, quoi. C'est le gars, il a toujours un peu de confiture au coin de la bouche. Et puis c'est le gars, c'est le pitbull, quoi. C'est-à-dire le gars, vous lui donnez une affaire totalement insignifiante, il va travailler 25 ans sur un vol de pommes à une étalage de supermarché, il en a rien à faire. Il n'y a pas de problème. Mais il saura qui a volé cette pomme. Il ne mourra pas sans savoir. Euh, il y a Larry Ok. Moreau. Larry, c'est un détective privé spécialisé dans la chasse aux héritiers. Donc j'ai rencontré des chasseurs d'héritiers. Il n'y a qu'aux États-Unis que vous voyez ça. Donc le chasseur d'héritiers, c'est un type qui s'empare d'un dossier d'héritage sans héritier. Donc un type meurt, il y a de l'argent sur son compte en banque, Larry entre en scène et il va essayer de trouver un héritier de ce gars-là. Et quand il trouve l'héritier, il lui dit, bonne nouvelle, vous avez hérité de 100 000 dollars. Mauvaise nouvelle, je prends 30% de commission si vous voulez le nom de la personne. Évidemment. Et Larry, c'est un type aujourd'hui qui était propriétaire d'un avion, tellement ses affaires marchaient bien. C'est lui quasiment qui a inventé le métier de chasseur d'héritiers, hein. Et aujourd'hui, il vit dans un mobil-home, dans un parc à mobil-home. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'as foutu pour avoir perdu tout ce fric, quoi? Et il m'a dit, j'ai divorcé, Thibaut, c'est tout. Euh, j'ai rencontré un personnage important du livre, mais je dirais pas qui il est parce que c'est un spoiler. À Cincinnati, donc j'ai fait 1000 kilomètres. J'ai parcouru pour ce livre, j'ai fait 2500 kilomètres en tout. En Donc combien de temps d'ailleurs, Thibaut? Parce qu'il y a en une... 15 jours. 15 jours, ok. Donc autant, j'ai pas eu le temps d'aller au musée du rock'n'roll, c'est dommage. C'était dans mes plans, mais j'ai pas eu le temps. 15 jours, Et, c'est faramineux pour avoir fait tout ce travail. Enfin, ça me paraît très court ouais, pour récolter autant d'informations. ça a l'air court, mais si tu veux, moi je fais des interviews qui sont interminables. C'est-à-dire que les gens sont saoulés, c'est-à-dire qu'ils finissent par me foutre dehors. C'est-à-dire que moi, des interviews de 6 heures. Donc c'est un marathon, quoi. Et quand je te dis que je me fais foutre dehors, c'est que les gens en ont marre. Mais c'est-à-dire que je repose 4 fois les mêmes questions parce que je veux la couleur des chaussettes du gars, quoi. Je suis un maniaque. Et donc, en 6 heures d'interview, tu arrives quand même à voir pas mal de choses, quoi.
Et puis je pars toujours du principe que le type va faire une crise cardiaque dès que je vais sortir de l'interview et je pourrais pas le rappeler, je pourrais pas donc je suis totalement paranoïaque et du coup ça m'aide à faire des interviews très en profondeur. J'ai rencontré donc ce type, j'ai fait une interview dans un dans un centre de désintoxication donc à Cincinnati, cet interlocuteur qui m'a gentiment accueilli. Je suis passé par un intermédiaire qui m'a dit, bon, tu vas aller dans un centre de désintoxication, fais attention parce que tu peux te faire taper quand même. C'est des gens qui sont en rémission, mais qui peuvent rechuter, et c'est pas impossible que quand ils voient un petit Français, ils veulent te taper et te prendre ton pognon. En fait, ça s'est très bien passé, mais c'était effectivement un centre de désintoxication avec un certain nombre de personnes malades quand même, hein, assez gravement. Et puis, il y a ce type que tu as évoqué rapidement, mais effectivement, qui a failli me descendre, je crois on peut le dire comme ça. Donc, c'est un interlocuteur que je suis allé voir directement chez lui. J'ai eu son adresse. Et ce que j'essaie de faire, ça dépend des cas, mais j'essaie souvent d'aller voir les gens directement. Parce que quand vous appelez quelqu'un, surtout avec un accent français comme le mien, vous pouvez vite penser que c'est un canular, ou enfin, vous pouvez vite facilement raccrocher en disant, je sais pas qui c'est. Quand vous allez voir les gens, c'est plus difficile de leur dire, allez-vous-en, quoi. Donc je parie un peu là-dessus. Je suis allé voir ce type sur sa propriété, qui était une propriété euh, absolument magnifique, une maison vraiment au milieu d'un pré, quoi. Il faut s'imaginer ça. Et le portail est ouvert. Je marche le long du chemin qui mène à sa maison. Je tape à la porte. Pas de réponse. Je tape une deuxième fois, pas de réponse. Je fais demi-tour et je vais me poster à l'entrée du portail en me disant il est parti faire une course, il va revenir. Et en fait, il n'était pas parti faire une course. Je vois ce type arriver sur une tondeuse à gazon à volant, là, à moteur, de derrière la propriété et avancer tout doucement vers moi. Et moi, je fais mon plus grand sourire. Et le type s'arrête avec sa tondeuse à gazon, assis comme ça à une dizaine de mètres de moi. Et il fait assez chaud, on est au mois de septembre. J'ai ma veste autour de mes bras comme ça, donc on voit pas mes mains. Et j'ouvre la bouche pour me présenter et il me dit, tais-toi. Pose ta veste par terre, ouvre ton sac, pose-le par terre et lève les mains en l'air. Pas de problème. On est dans le Midwest, on est dans l'Ohio, le port des armes, le port d'armes est libre, hein. Dans l'Ohio, tout le monde peut se balader avec un pétard dans le froc, il n'y a aucun problème, hein. Donc je m'exécute, hein, je ne fais pas le malin. Je pose mes affaires et je me présente littéralement les mains en l'air. Et pendant que je me présente, je vois que le type a sur son polo l'insigne du club de chasse local. Donc je comprends que le type Il s'est visé. s'est visé et potentiellement on est dans un état où les gens ont des armes sur eux. Donc je me dis, il a peut-être une arme dans son pantalon que je ne vois pas. Donc vraiment, c'est pas le moment d'éternuer, quoi. C'est ça que je me dis. Donc je me présente littéralement les mains en l'air et je dis voilà, je prends mon accent français plus, le plus dégueulasse pour qu'ils comprennent bien que je suis étranger. Et très vite, quand je me présente, je cite le nom de quelqu'un qu'il connaît. Et je sais qu'il connaît cette personne. Je me dis, ça va le rassurer, il voit que je suis pas un pipoteur, quoi. Et il se détend un petit peu. Je lui explique que je suis français, que je viens faire un livre et que je voudrais l'interroger dans le cadre de ce livre. Et on va parler de... J'ai toujours les mains levées, hein. Donc on parle comme ça, sympathiquement, mais j'ai toujours les mains levées. Et, euh, et puis finalement, la discussion est assez cordiale. Il me dit, baisse les mains. Donc là, je commence un peu à me détendre. Et il me dit, bon, écoute, je peux pas te recevoir tout de suite là, mais viens vendredi, va acheter des bières parce que je veux bien t'accorder une interview, mais je veux boire un coup pendant qu'on fait ça. Et puis tu viens à 16 heures et puis on papotera, il n'y a pas de problème. Je lui dis merci beaucoup, puis je lui dis merci d'avoir gardé votre calme. Probablement que j'aurais pas dû me présenter comme ça. Merci d'avoir gardé votre sang-froid, quoi. Il me dit, t'inquiète pas. Par contre, si tu étais venu taper à ma porte, je crois que je t'aurais tiré dessus. Ça se joue à rien. C'est encore une histoire qui se joue à rien. Ouais. Et alors, justement, par rapport à ces enquêteurs, notamment, dans le livre, tu dis qu'ils sont prêts à résoudre des affaires jusqu'à la mort. J'ai senti quelque chose de très patriotique. J'ai l'impression qu'ils sont différents aussi, peut-être, des enquêteurs français. Je ne sais pas si tu penses ainsi, mais j'ai eu l'impression qu'il y avait une différence quand même majeure avec la France sur ce côté
de la résolution de l'affaire coûte que coûte, comme tu parlais de cet inspecteur juste avant pour une pomme, mais c'est ça en fait. J'ai l'impression qu'ils sont obsédés aussi par la résolution des choses. Oui, alors je pense que c'est. Alors moi, j'ai travaillé essentiellement sur des faits divers en France, hein. Donc, et je peux te dire que des enquêteurs français qui sont obsédés par des affaires et qui cherchent à les résoudre à tout prix, ça existe, hein, heureusement d'ailleurs. Je pense que la différence dans cette affaire notamment, c'est les US Marshals, parce que vous avez aux États-Unis, comme en France, les policiers ont une juridiction. Donc, ils ont des pouvoirs de police, et notamment des pouvoirs de police judiciaire, donc des pouvoirs d'enquête, qui sont quand même confinés à un espace géographique. Les US Marshals, ils ont deux particularités. La première, c'est que ils ont une compétence potentiellement nationale, ils peuvent aller lire. Et la deuxième chose, c'est qu'ils ne sont pas contraints par les règles de l'enquête judiciaire. Par exemple, une enquête de police, ça coûte de l'argent. Il faut mettre des moyens, il faut avoir des gens qui travaillent dessus, il faut faire un suivi, il faut faire de la paperasse, même quand il se passe rien, il faut quand même suivre, etc. Tout ça est très contraignant et il y a un budget quoi, hein, pour avoir un service de police judiciaire, c'est pas évident. Donc on priorise quoi. Et donc une affaire qui a 20 ans avec un mystère qui subsiste mais pas de victime, bah c'est un truc qu'on classe. Je veux dire, on va pas se prendre la tête. Il y a suffisamment de choses importantes à faire, de dealers de drogue, etc. pour pas s'embêter avec l'affaire d'un type qui a usurpé une identité. La différence dans cette histoire, dans l'histoire de l'inconnu de Cleveland, c'est les Marshalls. Et le fait que les Marshalls, ils ont plusieurs attributions, mais l'une des principales, c'est que ce sont eux qui sont chargés d'arrêter les fugitifs. Et ils font ça sans aucune limite de temps. Vous avez, et j'en parle dans le livre, les évadés d'Alcatraz. Donc, si je dis pas de bêtises, 1962, il y a peut-être des gens qui me corrigeront, je fais ça de mémoire. Les évadés d'Alcatraz, c'est une enquête qui dure depuis 1962. Sur le plan judiciaire, elle est fermée parce qu'il se passe rien. Et d'ailleurs, la justice a fini par conclure qu'ils étaient probablement décédés. Ils sont considérés comme morts. Sauf que les Marshals de South California ont toujours leur dossier ouvert. Le dossier des évadés d'Alcatraz est toujours ouvert chez les Marshals de Californie du Sud. Et c'est ça la particularité des Marshalls, c'est que rien ne les arrête, et certainement pas le temps qui passe. Et ils ont cette formule que j'emploie dans le livre, qui est le slogan des Marshalls, pas le slogan, leur devise, c'est le mot que je cherche. La devise des Marshalls, c'est euh, quelqu'un qui a commis un méfait ne doit jamais pouvoir s'en tirer. Et Peter Elliott a ajouté à cette phrase, y compris après la mort. Et c'est en effet 1962 Alcatraz, et c'est une piste évoquée pour l'inconnu de Cleveland, Ouais. dont une autre. Il y a deux pistes qui sont évoquées sur des grandes affaires. On n'en dira pas plus parce que l'une est potentiellement vraie. En tout cas, il y a de gros indices par rapport à cela. J'imagine qu'il y a des thèses des uns et des autres sur cette affaire-là, mais en tout cas, Frank Morris fait partie de ces suspects potentiels. Là où j'aimerais intervenir aussi, c'est sur le côté de la primauté de l'enquête, ou en tout cas sur les débuts de l'enquête, qui a été extrêmement négligé au demeurant. Dès le début, la crémation du corps est intervenue très rapidement et ça a causé des obstacles forcément aux enquêteurs qui ont suivi. Est-ce que tu penses que ce début d'enquête aurait pu déboucher sur quelque chose d'autre? Est-ce que c'est le point de départ, le point clé et le point culminant de cette enquête qui a basculé dans l'inconnu, finalement? Est-ce que ce titre-là, est-ce que ce début d'enquête, s'il avait été différent, le titre de ton livre aurait été peut-être différent et ça aurait pu s'appeler Le meurtrier de Cleveland, le tueur de Cleveland? Est-ce que c'est véritablement ce début d'enquête qui a, à ton sens, tout changé dans cette trajectoire-là? C'est dur à dire. Au départ, on a affaire à un suicide. Enfin, je veux dire, il n'y a rien, hélas, de plus banal qu'un suicide. Aux États-Unis, si je dis pas de bêtises, c'est entre 30 000 et 50 000 suicides par an. Euh, il n'y a rien plus de tristement banal aux États-Unis qu'un suicide. Et comme je le disais, East Lake, c'est une petite ville avec un petit service de police. Il n'y a pas eu de police judiciaire jusqu'en 1997, je crois. Donc, il n'y avait même pas de service d'enquête. Un suicide,
d'une personne assez âgée, on ne sait pas quel âge il a, mais on dit dans dans les 60 ans à peu près, bah, on le traite quand même comme une potentielle scène de crime, hein. Le boulot a été fait, il y a eu des prélèvements qui ont été faits d'objets, il y a eu des photos, il y a eu un technicien en identification criminelle qui est venu faire son boulot, Pas d'autopsie, il euh, me semble, hein. une autopsie visuelle. Ce qui n'est pas Voilà. vraiment une autopsie, c'est un examen visuel, c'est pas une autopsie. Mais je veux dire, tous les indices étaient là, et de fait, le médecin légiste s'est pas planté. C'était un suicide par arme à feu. Et donc, la première intuition et l'examen visuel ne faisaient que conforter ce qui était au départ une hypothèse. Donc, si on s'en tient à ce qu'on apprend à l'école de police, ils ont vraiment très bien fait leur boulot. Et je dirais même que finalement, ils sont presque allés au-delà de leurs attributions parce que l'affaire de l'inconnu de Cleveland, elle démarre vraiment quand on s'aperçoit que cet homme-là a de l'argent sur son compte en banque. Ils font une réquisition bancaire, les policiers, ils sont pas obligés de le faire, hein. Encore une fois, le médecin légiste a dit que c'était un suicide. Bon, next. Ils font une réquisition bancaire et ils s'aperçoivent que ce type a de l'argent. Alors que par ailleurs, on a retrouvé dans son appartement des livres qui étaient des manuels comment faire fortune. Donc déjà, un peu mystérieux. Bref, toujours est-il qu'il a plus de 60 000 dollars en banque et les flics disent bah, on va essayer quand même de trouver un héritier pour que cet argent aille pas dans la poche de l'État de l'Ohio, quoi. Ce serait bête. Et donc c'est comme ça que démarre véritablement l'enquête qui va aboutir à cette affaire incroyable. Donc, je dirais qu'ils ont été particulièrement zélés. Après, effectivement, ils ont quand même traité ça euh, comme un suicide, et précisément, ils n'avaient pas de raison de prendre cette affaire différemment. C'était un suicide. Et je ne sais pas si les choses se seraient passées différemment s'ils avaient, par exemple, s'ils avaient évité de donner un permis de crémation, mais ça, j'aurais pas eu cette histoire et il n'y aurait pas eu ce livre, ça aurait été dommage. Je pense que tout le monde peut être d'accord là-dessus. C'est vrai, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On va faire une petite photo de groupe avant que tu nous lises un premier extrait. Voilà, préparez-vous. Ceux qui ont le livre, n'hésitez pas. Parfait. 3, 2, 1. C'est bon. Merci. Thibaut, c'est à toi pour la lecture. Bon, alors, j'ai choisi de lire le début parce que Parce que c'est plus prudent. ouais, ouais, c'est plus prudent. Merci, c'est le mot que je cherchais. Je crois que ça donne le ton du livre, enfin, j'espère. Une journée d'enquête qui s'achève autrement que par une halte chez De Marcos est un peu gâchée. Les meilleurs donuts d'Eastlake, dit la publicité. Dans une ville de 18 000 habitants, où la cafétéria de Lakeshore Boulevard ne compte qu'un seul concurrent, la promesse n'est pas trop risquée. De toute façon, si le détective Chris Bowersock en a fait son repère à gras, c'est moins pour la qualité de la carte que pour sa proximité immédiate avec le poste de police situé de l'autre côté du carrefour. Ce matin déjà, en partant planqué en civil devant la maison du trafiquant d'héroïne qu'il surveille depuis des semaines, il est passé prendre son traditionnel café double crème que le serveur lui a préparé sans même le consulter. Et comme à chaque fin de shift, il est de retour devant le comptoir réfrigéré avant un dernier passage au bureau pour abattre la paperasse de la journée. Double crème, annonce le barista en tendant le gobelet géant au détective. Le temps qu'il s'en empare, le talkie-walkie enroulé à son poignet gauche se met à crépiter. Découverte de cadavres à Dover's Apartments, grésille la voix du régulateur de 911. Eh merde! Une découverte de cadavres en fin de service, même une mort naturelle de personne âgée, c'est l'assurance de rentrer à la maison en début de soirée. Chris regarde sa montre. Il est 15h34. Drôle d'heure pour mourir. Merci. Donc voilà comment débute le livre par ce suicide-là. J'aimerais qu'on parle aussi de. Il y a un élément dans le livre qui est au début, en tout cas pas très loin, il me semble que c'est pas très loin. Cet inconnu est hospitalisé 2 fois dans sa vie, l'une de manière assez surprenante, et j'ai été surpris que cette manière-là, puisque je vais le dire hein, concrètement, il a inséré son pénis dans un aspirateur, ce qui a eu pour effet de le lacérer. Et cette piste n'a pas forcément été étudiée sur le caractère sexuel, puisque ça a été en tout cas défini comme un jeu sexuel. La piste sexuelle ou la piste plus surprenante, en tout cas, j'ai pas eu l'impression qu'elle ait été poussée très loin. Est-ce que ça aurait pu être quelque chose à creuser?
Mais c'était difficile à creuser, le seul problème. Effectivement, c'est une anecdote qui a émergé assez tard dans l'enquête. On s'est aperçu qu'il y a eu ce passage à l'hôpital avec ces lacérations au pénis et cette explication pour le moins curieuse que Joseph Chandler a fournie d'un jeu sexuel avec son aspirateur qui a mal tourné. Ça arrive un peu tard, effectivement. C'est difficile à vérifier, tout simplement. C'est-à-dire difficile à vérifier. On a cette trace de ce passage et de ce motif dans son dossier médical, mais c'est tout ce qu'on a. Comment faire? Donc, c'est ça la difficulté. On est 89, si je dis pas de bêtises, l'anecdote de l'hôpital, et ils s'en aperçoivent en 2014. C'est impossible à vérifier, tout simplement. La deuxième chose qui fait que cette hypothèse d'un délinquant ou d'un criminel sexuel n'est pas forcément la plus crédible ou la plus privilégiée, c'est précisément cette histoire de prescription dont je parlais tout à l'heure. La prescription en matière sexuelle aux États-Unis, elle existe. Alors, je ne sais pas exactement, probablement qu'elle est variable en fonction des faits. Ici, je me réfère à la France. C'est 25 ans pour le viol, si je dis pas de bêtises, et probablement moins pour les agressions sexuelles. Donc, quel intérêt de changer d'identité, de rester sous les radars pendant un quart de siècle pour une affaire qui manifestement va mourir de sa belle mort parce qu'elle va tomber sous le coup de la prescription? C'est pas forcément évident. Il y a vraiment cet élément très fort chez les enquêteurs et notamment chez le marshal en chef, Peter Elliott, que c'est très probablement une affaire de sang euh, parce que c'est échappé à la prescription que cherchait avant tout Joseph Chandler. Très bien. Il y a d'ailleurs vous le dites, hein, il y a un projet de film en cours par Alexandre Aja, qui est donc le fils d'Alexandre Arcadi. Donc ça, c'est assez surprenant aussi. Donc il y a un projet cinématographique. Est-ce que vous en savez plus d'ailleurs sur ça? Est-ce que concrètement, il pourrait y avoir, je crois que c'est un film, hein, une série, j'ai un doute maintenant, maintenant que je le dis, mais il me semble que c'est un film. Apparemment non, avec le sourire que tu as, c'est une série. Non, non, j'étais en train de regarder un message sur le chat. Non, en fait, alors c'est pas, attention, alors, c'est une fiction, c'est un film qui est en cours d'écriture par Alexandre Aja et James Renner par ailleurs. Euh, il y a eu un projet de série d'abord avec Bradley Cooper qui a été préempté par la Fox et qui ne s'est jamais fait. Et là, il y a un projet de film. Alors, le projet de film, attention, c'est pas un projet de film de fiction sur l'affaire Chandler. C'est un projet de film sur le livre écrit par James Renner, qui s'appelle en français L'Obsession, et qui est une fiction très, très vaguement inspirée des prémices de l'affaire Chandler. C'est-à-dire que L'Obsession, qui est un roman, donc, commence avec la mort d'un ermite euh, très étrange dans la banlieue de Cleveland, assez âgé, un type très bizarre, et qui avait la particularité de vivre avec des gants en permanence aux mains. Qui est possible, Et ce qui est possible aussi pour Chandler. exactement parce que, et ça c'est dit dès la couverture, donc c'est pas un spoil, mais effectivement, il n'y a aucune empreinte relevée chez Joseph Chandler, ni chez lui, ni sur les objets qui ont été prélevés par les enquêteurs, ni dans sa voiture. Et donc, il y a une hypothèse qui est faite par les policiers rapidement dans l'affaire Chandler, c'est qu'il devait vivre avec des gants, ou alors il passait après sur ses meubles à mettre des coups de chiffon dès qu'il touchait quelque chose. Mais ça paraît compliqué. Donc l'hypothèse la plus probable, c'est qu'il vivait avec des gants toute la journée, quoi. Et donc James part de cette idée, de cette hypothèse quand même assez amusante, assez surprenante, et en fait un roman qui assez rapidement sort de l'affaire Chandler, même très rapidement. Que je vous conseille par ailleurs, je vous conseille tout James Renner, c'est génial. Sa fiction et sa non-fiction, c'est fabuleux. Et donc le film qui est en train d'être écrit, c'est un film adapté de l'obsession lui-même très vaguement inspiré des prémices de l'affaire Chandler. Donc, on n'est pas du tout sur une adaptation ni en film et encore moins en série de l'affaire Chandler en elle-même. Ok. Ok. En fin d'ouvrage, d'ailleurs, vous nous donnez accès aux archives et aux photos. Ça, c'est très intéressant. Je conseille à tout le monde, si vous êtes passé à côté, je crois que c'est en avant-dernière page, il y a un QR code qui permet d'avoir accès aux photos de manière beaucoup plus simple que d'aller sur Google et de vous renseigner par vous-même. Vous avez
toutes les photos des lieux de cet individu-là aussi, de cet inconnu-là. Et c'est frappant aussi après le livre, après la lecture, et je pense que c'est volontaire de ta part de ne pas l'avoir mis au cœur du livre, de pouvoir tout dévoiler, entre guillemets, les photos, les vidéos, à la fin du livre, pour qu'on garde aussi ce mystère intégral. Oui, alors déjà, il y avait des raisons de coût, hein. Elsa, si tu m'entends, Oui. ça coûte cher de faire un livre avec des photos. Et l'avantage de la collection, je pense que c'est un vrai avantage, parce que moi, je suis un lecteur qui dépense beaucoup trop d'argent dans les livres, c'est que l'Inconnu Cleveland, comme les autres livres de la collection, c'est pas cher, ça coûte 7,50 €, c'est directement des livres qui sortent en poche. Donc, oui, on a fait un vrai travail d'enquête tous, puisque encore une fois, c'est pas un travail de documentation, c'est un travail vraiment d'enquête journalistique, on est tous allés sur place, et pourtant, c'est pas très cher. Oui, donc il y a quand même un critère économique, on pouvait pas mettre de photos dans le livre pour des raisons économiques. Euh, et par ailleurs, moi, j'ai quand même ramassé beaucoup de choses parce que j'ai récupéré le dossier de police, alors que j'en avais pas le droit. C'est une affaire en cours, l'affaire Chandler. Et c'est comme l'affaire Ligonès, on n'est pas censé avoir des éléments de dossier de police, que ce soit en France ou aux États-Unis, quand le dossier est toujours en cours. Donc j'ai rusé un peu, et je ne dirais pas comment j'ai eu accès au dossier de police, mais j'ai eu accès au dossier de police. Et donc j'ai eu accès à un certain nombre de documents, et notamment de photos que vous trouverez pas ailleurs sur Internet, hein. Il y a quelques photos sur les quelques articles qui ont été faits que vous pouvez trouver en doublon. Mais si vous allez sur le mini-site dont le QR code se trouve à la fin du livre et que vous accédez donc à tous les documents que j'ai mis en ligne, c'est pour 95% d'entre eux des documents totalement inédits, des photos totalement inédites et des éléments de l'enquête totalement inédits. Donc là aussi, c'est quand même rendons grâce à 10-18 d'avoir eu cette idée d'en plus de nous faire ce petit mini-site pour compléter le travail qu'on a fait et le livre. Je pense que c'est vraiment chouette. Ça coûte pas, ça coûte rien, hein. Quand on a acheté le livre, bah, on a accès au mini-site. Et en plus, il y a le podcast pour ceux qui veulent aller encore plus loin, Histoire criminelle d'Amérique. Et la particularité de ce podcast, c'est qu'on raconte pas tellement l'histoire. Par contre, on raconte la fabrique des livres. Donc, on raconte les anecdotes sur comment on a travaillé, un certain nombre d'anecdotes que j'ai racontées ici par ailleurs, que vous retrouverez. Mais voilà, donc il y a tout un panel, c'est assez multimédia comme projet, et effectivement, n'allez surtout pas, pour ceux qui ont l'intention de lire le livre ou qui sont en train de le lire mais qui l'ont pas terminé, n'allez surtout pas sur le mini-site avant d'avoir terminé le livre ou avant de l'avoir lu, parce que ça spoil sévère. Donc ne faites pas cette erreur. Je me Ouais. permets d'intervenir parce que j'entends tout ce que tu dis. Et en fait, je n'interviens pas parce que je pense que tu es le meilleur promoteur de la collection. Donc, tu peux défendre ça très bien. Donc, en vrai, j'ai pas grand-chose à rajouter à part qu'effectivement, c'est des vrais choix éditoriaux de départ et que le podcast aussi, je vous invite à l'écouter parce que ça raconte de la même façon la fabrique du livre. Enfin, là, ça va être forcément un peu redondant avec ce que Thibaut vous a raconté ce soir, mais il y a vraiment quelque chose qu'on a voulu au global à chaque fois un peu 360, c'est-à-dire quand on termine ce genre de livre, on a envie de savoir comment ils ont été faits, on a envie de voir les lieux, et donc voilà, c'est les réponses à ces questions-là. C'est tout. Et Elsa, tu pourrais rajouter et parler du prochain, du quatrième, qui va sortir en octobre, peut-être. Alors le prochain, ouais, c'est un journaliste qui s'appelle Arthur Serre qui est parti, lui, suivre un procès parce que dans les différentes ambiances qu'on voulait, le procès fait quand même largement partie du fait divers et de la narration du fait divers. Et donc, je ne sais pas s'il y a des gros amateurs de true crime parmi vous, mais j'imagine. Je ne sais pas si vous avez vu sur Netflix une série qui s'appelle, je crois que c'est en anglais, je crois que c'est Murdo Murders, et ça doit s'appeler Le sang des Murdo ou Le clan des Murdo, qui est le nom de cette famille dont ils sont tous avocats et procureurs depuis 4 générations, et où en fait, alors le sujet du docu Netflix n'est pas tout à fait celui de notre livre, mais en gros, c'est Alex Murdaugh qui en janvier dernier a été jugé pour le meurtre de sa femme et de son fils, et où en fait très vite on va tirer le fil de cette histoire et se rendre compte que cet homme et toute cette famille cachent et trafiquent tout un tas de trucs très louches, tout en étant les vrais notables de cette région qui est la Caroline du Sud où ça se passe. Donc, c'est dans les très belles grandes demeures du sud des États-Unis. Enfin voilà, il y a une vraie ambiance Deep South, tout en suivant un procès fleuve qui s'est avéré monstrueux parce que lui, pour le coup, il devait partir 2 semaines aussi, il est resté 8 semaines. Et du coup, ça a été un peu plus long que prévu. Et il en a ramené un livre qu'il est en train de terminer et sur lequel on travaille. Et
moi, je dois dire à tous les auteurs et à tous les gens avec qui on travaille depuis le début sur cette collection que c'est un vrai plaisir de travailler dessus parce que j'ai moi-même l'impression de travailler dans la police maintenant que je travaille sur cette collection. Et par ailleurs, on a quand même des auteurs extrêmement souples, extrêmement habiles, jeunes, dynamiques et qui savent rebondir en cas de, de situation compliquée, genre les pannes de téléphone. Et tu l'as très bien raconté l'histoire parce qu'en vrai, à l'époque, quand tu l'as vécu, c'était moins, enfin, tu vois, dans le quotidien, c'était moins fun. Là, tu l'as bien remis en scène. Et voilà, donc non, non, c'est vraiment un travail très global sur plein de choses différentes. Donc ce procès viendra aussi conclure la première année de cette collection de façon assez épique normalement. Voilà, et Voilà. ça sort le 5 octobre prochain. Ça s'appellera sûrement Les meurtres de Low Country. Ouais. Et il sera bleu d'ailleurs. Voilà, il y a une nouvelle couleur, il sera bleu. Et le sous-titre, un avocat au-dessus de tout soupçon du procès, un procès hors norme. Logiquement, ça devrait être ça s'il n'y a pas de changement. Ça Non, devrait non, être... c'est ça. Bon, voilà, parfait. Et j'aimerais poser une dernière question à Thibaut. C'est la suite, puisque j'ai eu l'impression que ce livre-là t'a donné une certaine appétence pour le livre en lui-même, l'objet livre. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'autre? Est-ce que potentiellement, d'ailleurs, une question aussi pour Elsa, est-ce qu'il est possible qu'on revoie les mêmes auteurs pour d'autres affaires dans la collection ou au contraire, il y aura pour chaque état un auteur différent? Alors, non, non, il n'y a aucune religion. Le but étant surtout d'avoir des états différents et des ambiances différentes. Donc après, clairement, non, non, il y a pas de précaré pour les auteurs. De la même façon qu'on essaie de faire travailler des gens différents parce que du coup, ça donne une vraie tessiture plus large. Mais non, non, évidemment, tout le monde peut revenir. J'espère qu'on ira jusqu'à 50. Je suis pas sûre non plus, hein. Enfin, dans l'absolu, tout ça est c'est un lancement de collection, donc il y a un projet ambitieux éditorialement parlant, mais là, on en a deux pour le début de l'année prochaine qui sont déjà lancés pour le premier semestre, parce que 4 par an, c'est quand même une grosse mécanique à gérer. Et par ailleurs, nous, on est un éditeur de poche, donc on fait aussi des livres de poche. On a d'autres collections et c'est un volume, enfin, les éditeurs de poche ont un volume important de parutions par an. Donc, quand on ajoute à ça des inédits, c'est une autre forme de travail. Donc, on ne peut pas techniquement dépasser 4 par an. Voilà. C'est très bien. Et alors Thibaut, sur les prochains projets, on aimerait en savoir plus. Est-ce qu'il va y avoir d'autres choses à proposer, d'autres enquêtes, mais qui vont aussi être adaptées en livre? Est-ce que c'est une possibilité? Alors, moi j'ai une particularité, c'est que donc, je suis journaliste indépendant. Je travaille à la pige, donc j'écris des articles pour Society, pour le magazine Elle. Mais j'essaie d'opérer un virage vers le livre parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps. Je m'en étais pas forcément capable parce que je porte la littérature en haute estime et je pense pas en faire de la littérature, mais en tout cas j'essaie d'écrire des livres, c'est déjà bien. Donc j'aimerais qu'il y en ait d'autres. Alors il se trouve que j'ai un texte qui est prêt déjà, que j'ai commencé avant L'Inconnu de Cleveland et qui est une biographie narrative, c'est-à-dire que de la même manière que L'Inconnu de Cleveland n'est pas un fait divers écrit comme un fait divers, cette biographie n'est pas écrite comme une biographie académique. J'essaie de garder cet esprit immersif que j'ai essayé de développer dans L'Inconnu de Cleveland, mais c'est sur une biographie et elle est en train d'être présentée à un certain nombre d'éditeurs. Et j'espère que ça sortira l'année prochaine. Voilà. Donc, suivez mon actualité. Euh, C'est une très euh, bonne nouvelle. voilà. Et j'ai un nouveau projet qui n'est pas non plus un fait divers, sur lequel j'ai un engagement qui est pour l'instant verbal, qui devrait démarrer l'enquête devrait démarrer en septembre. Mais c'est pas non plus un fait divers, sachant que moi j'ai un amour immodéré pour les histoires vraies, même si je lis aussi un peu de romans, mais j'aime beaucoup les histoires vraies bien écrites. Et donc, je suis devenu fait diversier un peu par le hasard, mais j'ai vocation à traiter des histoires qui sortent du cadre du fait divers, euh, parce que j'aime les histoires qu'elles soient criminelles ou pas. C'est pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est les histoires en elles-mêmes et les personnages et tout ce qui fait qu'une histoire est une bonne histoire. Eh bien, c'est parfait. Il est temps de vous remercier tous, toutes et tous. Anthony, Oui. excuse-moi de t'interrompre, il y a deux, trois questions dans le Ah, chat tu que me j'ai permets. vues. J'aimerais juste pouvoir y répondre en 2 minutes parce que Sure. tout le monde a faim. Euh, mais ça m'embêterait que les gens n'aient pas la réponse à leurs questions ou à leurs réactions.
Euh, il m'a été demandé quel est mon avis sur le travail de Jake Edelstein Ah de oui, Tokyo Vice. Bon, bah, je suis un fan absolu. Et si vous n'avez pas lu Jake Edelstein et Tokyo Vice, c'est probablement le livre de narrative non-fiction le plus dingue depuis Truman Capote et De sang-froid. C'est absolument génialissime. Et Jake Edelstein est un type complètement fou. Et c'est du génie, Tokyo Vice. C'est presque trop beau pour être vrai. Je pense que je me demande même s'il a pas pipoté un peu, tellement c'est trop beau pour être vrai. Bon, bref. oui, l'autre question était Euh, si tu pouvais être poursuivi également sur le vol du dossier, par exemple. ouais, c'est une Voilà. très bonne question. Alors, je n'ai pas volé le dossier, j'ai eu accès au dossier. C'est pas tout à fait la même chose. Je tiens à pouvoir retourner aux États-Unis. Je le dis pour la NSA s'ils m'écoutent. Non, non, le truc, c'est que j'ai eu accès au dossier grâce à quelqu'un qui m'a fait confiance. Et de la même manière que ça se passe en France, les journalistes sont libres d'exercer leur métier comme ils le souhaitent et avec les Russes qu'ils souhaitent. Ce qui est interdit, c'est c'est que nos sources n'ont pas le droit de nous donner des informations. Je ne sais pas si c'est tout à fait clair, mais en gros, nous, on a le droit d'écrire ce qu'on veut et d'enquêter comme on veut, mais il y a des gens qui n'ont pas le droit de nous donner des infos. Donc, eux peuvent potentiellement prendre des risques, mais je me suis assuré que la personne qui m'a fait confiance en prenait le moins possible. Et par ailleurs, il n'y a aucune preuve, c'est-à-dire que je ne dis pas dans le livre que j'ai eu accès au dossier de police ou que j'ai eu le dossier de police dans les mains. Il faut être sur ce chat pour le savoir. Donc, et en France, il y a ce qu'on appelle le recel de violation du secret d'instruction qui fait que très théoriquement, on peut être poursuivi, mais en vérité, on l'est jamais. Moi, j'ai déjà été entendu par la police des polices sur des dossiers de recel de violation du secret d'instruction. Et ce sont des enquêtes pour faire peur, mais en vérité, il n'y a pas l'assise juridique pour condamner un journaliste aujourd'hui sur parce qu'il a fait son métier. Et il y avait une dernière chose, je crois, sur David Lynch. Quelqu'un qui me demandait, je compare la chambre de Joseph Chandler à une chambre de motel dans un film de David Lynch, et quelqu'un qui me demande si j'avais une scène de film en particulier dans la tête. Alors, j'ai pas vu tout David Lynch, mais euh, et j'avais probablement ouais, une scène de Twin Peaks en tête. Je sais pas s'il y a des chambres de motel dans les films de David Lynch, mais je peux vous assurer que si David Lynch avait filmé une chambre de motel, c'était la chambre de Joseph Chandler 100%. Parfait, parfait. Et il me semble, alors je crois que tu as reçu les questions sûrement en mode privé parce que je ne les vois pas, donc c'est possible Si, que. si, elles sont Elles remontées sont- parce qu'il y en a eu pas mal, ouais, ouais. Ouais, ou Sailor et Lula. En fait, en tout cas, c'est très lynchien ou lynchien comme ambiance, cet appartement. Et j'ai essayé de rendre ça du mieux possible. Je ne sais pas si ça fonctionne, mais et c'est ce qui rend aussi l'atmosphère de ce début de livre assez amusante, quoi. Assez particulière, en tout cas. Voilà. Parfait, parfait. Alors, si plus personne n'a de questions, on va vous remercier toutes et tous. Évidemment, Thibaut, Elsa, Julia, Aurélie, pour cette rencontre. Merci infiniment et on a hâte de découvrir la suite de Thibaut et en même temps de la collection 10-18 parce que clairement, c'est une collection qui change de beaucoup d'habitudes, qui est pétillante et qui donne véritablement envie d'aller découvrir chaque État aussi des États-Unis. Donc, merci infiniment à tous et il faut surtout lire L'inconnu de Cleveland pour découvrir qui est cet homme, et en tout cas, essayer de comprendre qui était cet homme. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Au revoir tout le monde. Merci, bye bye. Au revoir.